Bonjour et bienvenue au Régional, le bulletin d'information locale de la vallée du Richelieu, présenté par TVR9. Cette semaine, nous recevons retour sur Nordvolt avec Kim Méthode, mairesse de Saint-Basile-le-Grand, et Magali Taillon, mairesse de McMasterville. Ariane Labonté et Chantal Breton du comité Action citoyenne Nordvolt. Reportage de Jean-Philippe Gilbert sur l'application Club École. Geneviève Gagnon, directrice générale du Festival d'humour en Montérégie. Finalement, Christiane Fournier, directrice artistique de l'Atelier lyrique de Chambly. Je m'appelle Marc-Antoine Harvey et bienvenue au Régional. Bonne émission. Débutons l'émission avec les manchettes de la semaine. Les villes de Belleuil et de Mont-Saint-Hilaire présenteront la 3e édition de l'événement D'une rive à l'autre, le 16 août prochain. La journée est gratuite et mettra la rivière Richelieu à l'honneur avec une programmation sportive et surtout familiale. Au menu, animation à la piscine en eau vive, location gratuite de kayak, la grande traversée de la rivière à la nage et le grand saut du quai du Mont-Saint-Hilaire. Les activités se dérouleront de midi à 20 h grâce à la collaboration avec 2 municipalités et la Route bleue. La ville de Belleuil a été honorée par Nature Action Québec à l'occasion de son 40e anniversaire. La municipalité a reçu la distinction pour sa renaturalisation du parc naturel des 30 Arpents, soulignant son partenariat de longue date avec l'organisme et les efforts déployés pour aménager ce vaste espace naturel. Inauguré en 2023, le parc des 30 Arpents offre aux citoyens un accès privilégié à un milieu naturel riche en biodiversité. La ville invite la population à profiter de la saison estivale pour découvrir ou redécouvrir ce parc situé au cœur de Belleuil. La ville de Mont-Saint-Hilaire acquiert 2 lots boisés de la rue des Charbonnerets afin d'assurer leur protection à long terme. Le projet, évalué à près de 760 000 $, est financé en grande partie par le programme de la trame verte et bleue du Grand Montréal. L'acquisition permettra également d'aménager un nouveau sentier de 110 mètres reliant le populaire sentier du Piémont, améliorant ainsi l'accès à la nature tout en protégeant la biodiversité du secteur. Les premiers vélos Bixi sont maintenant en service à Chambly. 4 des 7 stations prévues sont accessibles dès aujourd'hui, faisant de Chambly la seule ville de la Rive-Sud à ajouter le réseau cette année. 3 autres stations seront inaugurées en août pour un total de 65 vélos, dont 45 électriques. Le projet bénéficie d'une aide gouvernementale de 280 000 $ et s'inscrit dans la volonté de la Ville de favoriser le transport actif. Avec plus de 52 km de pistes cyclables et l'arrivée des championnats du monde de cyclisme sur route en 2026, Chambly se positionne favorablement pour les animateurs de vélo. Un homme de 45 ans de Saint-Mathias-sur-Richelieu, Julien Béliveau, a été condamné à 36 mois de prison pour plusieurs crimes à caractère sexuel commis entre 2010 et 2022. Les victimes, toutes mineures, sont protégées par une ordonnance de non-publication. À sa libération, il devra respecter plusieurs conditions visant à la protection des enfants. La Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent poursuit son enquête et invite toute personne pouvant détenir de l'information ou croire avoir été victime à communiquer avec le service de police. La Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent lance le programme Sauver, une initiative destinée aux victimes de fraude amoureuse. Offert sur invitation, le programme propose 3 rencontres de soutien, de prévention et d'accompagnement afin d'aider les participants à briser l'isolement, mieux connaître les stratagèmes des fraudeurs et éviter une nouvelle victimisation. Inspiré d'un modèle développé par le SPVM, le service est désormais offert aux résidents des 17 municipalités desservies par la Régie. Au Canada, les pertes liées aux fraudes amoureuses ont bondi de 18 millions de dollars en 2020 à plus de 58 millions en 2024, une hausse de 225 %. Les propriétaires de boisés en Montérégie pourront désormais profiter d'un nouveau programme gratuit pour mieux connaître et mettre en valeur la forêt. Le Syndicat des producteurs forestiers du Sud du Québec lance Initiation forestière, qui offre une visite sans frais d'un technicien forestier directement sur le terrain.
Les propriétaires recevront des conseils personnalisés sur l'aménagement, la biodiversité, le potentiel de récolte et les possibilités de mise en valeur de leur boisé sans obligation d'effectuer des travaux. Le programme s'adresse aux propriétaires d'un lot boisé d'au moins 4 hectares en Montérégie qui ne sont pas déjà engagés dans la mise en marché de leur bois. Les automobilistes devront prévoir des détours à Belleuil cet été. Le ministère des Transports annonce la fermeture complète de la bretelle menant de la rue Serge-Pepin à l'autoroute 20 en direction est. L'entrave sera en vigueur du 26 juin au 17 juillet, puis de nouveau du 3 au 17 août. Afin de permettre l'élargissement de la bretelle, l'installation d'une conduite de drainage et des travaux de réfection de la chaussée. Des chemins de détour seront balisés et les usagers seront invités à prévoir davantage de temps pour leur déplacement, puisque les travaux pourraient entraîner des ralentissements dans le secteur. Voilà, c'était vos nouvelles de la semaine dans la vallée du Richelieu. Avec nous en studio, Mme Kim Mehta, qui est mairesse de Saint-Basile-le-Grand, et Mme Magali Taillon de McMasterville. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci de l'invitation. On voulait revenir avec vous sur le projet Nordvolt, un projet qui a fait couler beaucoup d'encre, qui est venu avec une fin là, en septembre 2025. Où en est le projet et surtout le terrain là, qui touche vos 2 municipalités? En fait, présentement, le terrain a été repris par le syndic, donc c'est un dossier judiciarisé. Les groupes avaient jusqu'à la mi-avril pour déposer une offre d'intérêt. Il y a 8 groupes présentement qui sont pressentis et ont jusqu'au 30 septembre, je m'excuse, pour déposer une offre non contraignante, c'est ce qu'on dit. Donc, on va avoir des nouvelles. On est en attente un peu, OK. Pour que les gens comprennent un peu mieux, là. À la base, le terrain était la propriété de l'entreprise. Corrigez-moi si je me trompe. Là, dans un cas comme ça, où il y a une faillite, à ce moment-là, vous avez parlé de judiciariser, c'est qu'il va y avoir un liquidateur. Il va y avoir quelqu'un qui va venir s'occuper de liquider les actifs de l'entreprise pour payer les créanciers. Dans ce cas-ci, c'est Raymond Chabot, Grant Thornton. Raymond Chabot, Grant Thornton. C'est quoi les particularités d'un dossier qui est judiciarisé, justement? C'est encadré, c'est la Cour qui décide du processus à suivre. Donc, le liquidateur est arrivé, a fait des propositions de date et d'échéancier pour la liquidation du terrain. Et la Cour a entériné ce que Raymond Chabot a proposé, donc a entériné l'échéancier. Les documents sont publics à ma connaissance par rapport à la suite des choses. Comme Magali disait, il y a 8 potentiels acheteurs qui se sont signalés, qu'on ne connaît pas, à moins qu'ils se fassent connaître auprès de nous. Et puis, mais ça va toujours être... Confidentiel, exactement. Ouais. C'est le mot que je cherchais. Donc, étant donné, la Cour exige la confidentialité dans ce processus-là. Et tant et aussi longtemps qu'on ne sera pas rendu à l'étape de la vente concrète, on ne saura pas qui va potentiellement acheter le terrain. En tant que municipalité, là, même vous n'avez pas accès à ces genres d'informations-là. Là. Non, à moins que les groupes intéressés ont des questions, disons, sur nos zonages ou l'acceptabilité sociale, ils viennent auprès de nous pour avoir de l'information. Oui, on pourrait avoir une idée de qui est intéressé, mais on nous demande d'avoir une clause de confidentialité qu'on va devoir signer pour s'assurer de ne pas avoir de fuite et pour ne pas compromettre la vente, le processus de vente aussi. OK. Si le terrain est vendu, est-ce qu'on connaît la proportion de la créance du gouvernement du Québec qui doit être remboursée? Est-ce qu'on a une idée de ça? Oui, ça tourne autour de 70 millions. OK. Puis le terrain, est-ce qu'on connaît la valeur un peu? Environ 315. 315 millions évalués. D'où l'importance de le vendre. Effectivement. Au total, c'est environ 85 millions de dettes au Québec, donc 70 pour le gouvernement, puis une quinzaine de millions pour d'autres créanciers divers. Tout ce qui va être supérieur au montant de vente. Donc, la différence va être envoyée vers des créanciers de Nordvolt Suède. Parce qu'il n'y a pas juste le Québec là, qui aurait perdu de l'argent dans le projet. Il y en a beaucoup de monde aussi. D'où l'objectif du liquidateur de répartir cet argent. En fait, c'était 2 entreprises complètement différentes. C'est juste que c'est pour rembourser d'autres créanciers en Suède. Les gens, quand on pense à ce projet-là, la plupart de leurs interrogations, leurs préoccupations tournent autour de l'environnement. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus, là, l'état du terrain, puis comment on fait pour s'assurer qu'il n'y ait pas de contamination, ce genre de choses? Bien, en ce moment, c'est Raymond Chabot qui a la responsabilité de la surveillance du terrain selon les critères qui avaient été établis par le ministère de l'Environnement auprès de Nordvolt. Donc, Nordvolt avait émis des directives. Le ministère de l'Environnement avait émis des directives à Nordvolt
avait donné certaines autorisations. Maintenant, Raymond Chabot doit respecter ces autorisations-là. Et s'il y a des correctifs à faire, c'est Raymond Chabot qui est en charge de les faire, de payer pour les faire. Donc à ce moment-ci, c'est Raymond Chabot qui est en charge de ça. Maintenant, quand il y aura un nouvel acheteur, les autorisations ministérielles qui avaient été données à Nordvolt vont tomber. Et les nouveaux acheteurs vont devoir faire des nouvelles demandes d'autorisation auprès du ministère de l'Environnement à ce moment-là par rapport au terrain. Et en fait, ce qu'on pourrait dire aussi, c'est que justement, présentement, les groupes qui sont intéressés, oui, ils viennent auprès des villes pour savoir si notre zonage, on est prêt à les accueillir, mais ils doivent aussi faire leur devoir auprès du ministère de l'Environnement. Donc, pour aller voir s'il pourrait avoir une acceptabilité, est-ce que ça pourrait répondre aux attentes du gouvernement. Donc, ça fait partie de leur devoir à faire avant la fin du mois de septembre. Parce que c'est ça le sentiment de la population, c'était que ce projet-là, il fallait qu'il avance. Il y avait des inquiétudes environnementales. On ne sait pas si ça a été répondu ou qui. Tu sais, il y a un peu un flou autour de ça. Est-ce que dans le futur, si une nouvelle industrie s'implante, est-ce que vous pensez qu'il y aurait des enquêtes sur des BAP ou des façons de prévoir l'impact environnemental de façon plus peut-être ouverte ou claire? Bien, en fait, on va attendre de voir quelle entreprise va faire l'acquisition. Donc, je dis entreprise avec un S, pas de S, on ne sait pas. Est-ce que ça va être une entreprise, plusieurs? Donc, présentement, c'est difficile de se positionner là-dessus. Est-ce qu'on aura besoin d'aller vers un BAP? Si c'est le cas, on sera les premiers à le demander si on a besoin de le faire. On va voir. Présentement, le ministère de l'Environnement, c'est leur mandat, c'est leur exigence. Donc, on considère ils surveillent le terrain, ils ont veillé à la décontamination, donc ils ont surveillé la décontamination, donc ils sont dans le dossier, ils ne sont pas effacés, ils sont là. Donc, présentement, je considère qu'on est quand même bien servi, puis on peut avoir confiance à leur mandat. Bien, c'est un peu ça. Vous êtes au niveau municipal, mais en haut de vous, il y a d'autres instances. Les gens, le municipal, c'est le service de proximité. Hein? Quand les gens ont des peurs ou des craintes, c'est vers vous qu'ils se tournent. Mais vous, des fois, vous avez les mains liées. C'est pas de votre ressort. Il faut respecter les champs de compétences. Le municipal a certains champs de compétences, mais l'environnement, la protection de l'environnement, des milieux humides, des espèces en voie de disparition, ça ne relève pas malheureusement des municipalités. Donc, nous, on s'en remet un peu au gouvernement de s'assurer qu'eux font le travail nécessaire sur le terrain pour que ça soit respecté, pour que la protection du Richelieu soit prise en compte. C'est notre eau potable, le Richelieu. Donc, on s'en remet au gouvernement provincial, étant donné que c'est dans son champ de compétences. Puis, il y a une portion aussi du fédéral qui est responsable de la rivière comme telle. Vous, ce qui fait partie de vos compétences, c'est le zonage aussi. Exact. De quelle façon vous pouvez changer votre cadre de zonage là, pour soit respecter une nouvelle industrie, ou comment ça s'est passé même au départ là, avec le zonage de ce terrain-là? Nous, c'était zoné résidentiel. Donc, lorsqu'on a eu l'approche de Nordvolt, on a dû aller en changement de zonage complètement. Pour aller, vous allez voir, c'est très, très précis. On est en zonage de fabrication de pièces de batterie. Donc, il n'y a pas plus précis que ça, à moins qu'on aurait une compagnie X qui fabrique des pièces de batterie qui s'implante sur le terrain, ce qu'on n'a pas d'informations, mais on va devoir aller à changement. Donc, c'est vraiment probablement le plus gros pouvoir qu'on peut avoir en ce moment, c'est si on n'en veut pas, bien, on ne change pas notre zonage. Fait que c'est aussi simple que ça. On a quand même, c'est important. Bien, c'est quand même très important. C'est sûr qu'on se nuit aussi, mais reste que si on n'est pas d'accord avec ce qu'on veut implanter, on a quand même une belle porte, bien, on a une belle option à discuter de la situation, là. Nous, c'est industriel léger. Donc, on souhaite, à notre sens, c'est ce qui fait le plus de sens par rapport à ce qu'on souhaite avoir sur le terrain. Le zonage va probablement pas changer de notre côté, mais on espère que l'entreprise, là où les entreprises qui vont venir s'implanter vont respecter ce zonage-là. Maintenant, on n'est pas à l'abri d'un promoteur immobilier qui viendrait acheter le terrain puis pour le laisser dormir en espérant qu'un jour le zonage change. Ça pourrait arriver. Si la personne a les moyens de se payer, ou le groupe a les moyens de se payer le terrain, à partir de ce moment-là, ça leur appartient. Mais nous, ce qu'on vise, c'est vraiment d'avoir de l'industriel. Qu'est-ce qu'on entend par industriel léger? Bien, la fabrication de batteries faisait partie de ça. Donc, c'est pas des matériaux lourds. J'ai pas d'exemple concret là, divers qui me viennent en tête. Mais on parle d'un parc plus industriel. Okay. Exactement. C'est quoi la meilleure vision de ça? Qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ce terrain-là qui serait un bénéfice pour la vallée du Richelieu? Je veux juste mentionner quelque chose qui est intéressant. Comme nos zonages sont différents, mais c'est important d'avoir une vue d'ensemble. Donc, c'est pas intéressant de notre côté de le changer, mais que ça ne s'adapte pas ou que ça ne s'acclimate pas avec ce qu'il y a du côté de Saint-Basile-le-Grand. Donc, c'est pour ça, même avant la campagne électorale, Kim et moi, on était déjà en discussion, on continue, on travaille ensemble les deux villes parce qu'il faut que ça...
ça ait du sens, qu'est-ce qui va avoir lieu sur le terrain. Donc, ce qu'on souhaite, quelque chose qui va être bon économiquement, qui va favoriser, qui va être bon pour l'emploi local, qui a une acceptabilité sociale dans la vallée. Donc, ça, c'est vraiment important pour nous, les citoyens. Puis on parle d'acceptabilité sociale, ce n'est pas... ça ne veut pas nécessairement dire l'unanimité sociale. Donc, on le sait que ce n'est pas tous les gens qui vont être d'accord. Il y a toujours une minorité qui ne sera pas d'accord. Cependant, il y a une plus-value à ce terrain-là puis à ce qui pourrait se développer dessus, là, je crois. Oui, tout à fait. Pourquoi ça serait important? Pourquoi il faudrait favoriser l'économie ou, tu sais, il y a eu d'autres idées aussi, faire un parc. Pourquoi une vision comme ça serait moins alignée avec ce qu'on pourrait faire de mieux là, sur ce terrain-là? Bien, déjà, en partant, nos 2 villes n'ont pas de secteur industriel. La plupart des villes dans la vallée ou même dans la Montérégie ont un secteur un peu plus industriel, un parc industriel qu'on appelle. Nous, on n'en a pas. Pour les villes, en termes de taxation, c'est des secteurs qui sont souvent très intéressants, qui rapportent beaucoup pour les villes. Un parc, on taxe. On ne peut pas taxer les écureuils. Bien, un parc, c'est intéressant d'un point de vue environnemental, ça a une grande valeur. Si le terrain nous appartenait, ça pourrait faire partie des choses qu'on évalue. Le terrain ne nous appartient pas. Il n'y a pas moyen d'acheter ça, c'est... 315 millions. Le budget de Saint-Basile, c'est 40 millions. Le budget annuel pour tous les services qu'on offre. Et le budget de McMasterville, c'est 13 millions. Donc, vous voulez contribuer avec nous puis vous voulez acheter une partie du terrain? C'est ça. Puis même si toutes les villes de la vallée se mettaient ensemble, ça serait difficile. Il faudrait vraiment qu'il y ait un philanthrope qui vienne acheter le terrain pour en faire un terrain ou pour en faire un parc, que le gouvernement, peut-être fédéral ou provincial, s'y mette. Mais je pense que c'est pas la vision en ce moment, d'autant que le terrain est longé par un chemin de fer. Celui qui est le plus achalandé au Canada, à ma connaissance. Donc c'est sûr qu'il y a un intérêt là, vraiment d'un point de vue que ce soit un moteur économique puis que tout le monde puisse en bénéficier. Exact. De plus, il y a aussi du transport collectif qui est proche, qui pourrait accommoder des travailleurs. Là. Comment vous voyez cet apport-là qui pourrait être fait aussi? Bien, c'est intéressant parce que justement, les gens, on le sait, les gens dans la région, on en parle régulièrement à la MRC, les gens vont vers les grands centres pour travailler, donc se déplacent. C'est sûr que si on peut gagner nos travailleurs ici, ça serait vraiment une plus-value pour tout le monde. Donc, c'est super, c'est gagnant pour tous. C'est ce qu'on souhaite aussi, d'avoir des emplois. Puis, on leur a dit, et ça a été mentionné à maintes et maintes fois dans le temps de Nordvolt, que des emplois bien rémunérés, c'est ce qui était prévu aussi, donc ça serait bien. Je pense que ça va favoriser un développement intéressant puis bénéfique pour tous. Là. Ça serait structurant aussi pour nos transports en commun, parce que le train... En ce moment, le train se dirige justement vers Montréal aux heures de pointe pour le matin, puis revient de Montréal le soir. Il n'y a pas d'autres moments dans la journée où le train circule. La fin de semaine, ça ne circule pas, mais d'avoir quelque chose qui viendrait créer du momentum, un besoin, ça permettrait peut-être de bonifier notre service de train aussi, ce qui est intéressant, puis dont tout le monde dans la vallée bénéficierait. Là. Tout à fait. Espérons qu'il y ait un impact positif. Tu sais, ça a été une saga, tout ça, mais peut-être ce qui peut sortir de ça, là, ça peut être un bénéfice pour tout le monde. Madame Etot, Madame Taillon, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci de suivre le dossier de près comme ça, là, même si ce n'est pas tout ce qui est de votre ressort, mais comme ça que vous venez l'expliquer aux gens, je suis certain qu'ils l'apprécient. Si vous avez d'autres informations, j'espère que vous allez venir nous les partager. Ça va nous faire plaisir. On attend l'invitation. Merci beaucoup. Merci. Donc, en studio avec moi aujourd'hui, Ariane Labonté et Chantal Breton du comité citoyenne Nordvolt. Bonjour, mesdames. Bonjour. Donc, aujourd'hui, on vous reçoit pour discuter. On sait qu'en 2025, il y a eu la fin du projet Nordvolt sur ce terrain. Et maintenant, où en sommes-nous avec ce beau terrain-là qui pourrait être utilisé? C'est un super beau terrain, en effet. C'est un terrain que beaucoup de personnes croient qu'il est complètement détruit parce qu'on a beaucoup médiatisé la destruction qui a été faite dans le cadre du projet Nordvolt. Mais moi, je tiens à rappeler aux citoyens qu'il y a seulement à peine un tiers du terrain qui a été rasé, à peine un tiers des milieux humides qui ont été remblayés. Donc, ce site-là est encore un joyau à préserver. Il y a encore une fonction écologique en ce moment, que ce soit par sa biodiversité, par le corridor forestier qui est essentiel entre le Mont-Saint-Hilaire et le Mont-Saint-Bruno, qui permet aux différentes espèces de voyager et de se reproduire avec une diversité génétique. Il permet aussi, par les milieux humides, je ne sais pas si je peux l'aborder maintenant, mais par le fait qu'il y a beaucoup de milieux humides sur son terrain, qui sont des éponges un peu, permet d'offrir un service non pas seulement de climatisation gratuite,
et on sait qu'on en a beaucoup besoin, mais un service aussi pour empêcher les inondations des terres, des maisons, des bâtiments qui sont en aval du terrain, parce que le terrain de Nordvolt, c'est une zone inondable. Alors, quand il y a inondation, quand c'est la période des crues, qu'est-ce qui va s'inonder en premier? Bien, c'est ce terrain-là. Si ce terrain-là, ce terrain s'inonde, bien, ça fait une éponge, ça fait une soupape pour les constructions en bas et ça permet d'éviter bien des problèmes. Et des coûts. Et des coûts, oui. Quelle mauvaise conception vous aimeriez changer pour les citoyens qui vous écoutent présentement par rapport au terrain? Mauvaise conception. Bien, ce que je veux dire, c'est des fausses croyances qu'il y aurait par rapport à ce terrain-là présentement que vous aimeriez déconstruire. Bien, ce terrain-là, ce n'est pas un terrain de friche qui n'a aucune valeur. Alors ça a beaucoup été dit. Alors, ce terrain-là était constitué de plusieurs arbres matures. Il en reste encore beaucoup. C'est un terrain où il y avait une faune très biodiversifiée. Les experts, même du gouvernement, avaient bien fait savoir que ça ne devait pas avoir lieu, ce projet-là, sur ce site-là, en raison de la richesse de la biodiversité du terrain. On sait qu'il y avait 142 espèces d'oiseaux, des espèces menacées aussi. Les tortues, des amphibiens. Des amphibiens, il y avait des castors, des chevreuils, tout ça, mais il en reste encore beaucoup. Mais c'est ça, dans le fond, c'est comme de préserver la nature. On a besoin, comme humains, d'avoir des endroits où on peut aller se réfugier, se calmer, se détendre dans la nature. Je crois que ce que nous, on voudrait, c'est que les arbres ne soient plus coupés, les arbres restants. Que, oui, peut-être qu'il y a des arbres, des frênes, peut-être, mais c'est sûrement pas tout l'ensemble des arbres. On voudrait aussi que les marais qui n'ont pas été remblayés, qu'ils ne le soient pas, qu'on protège la biodiversité. On sait aussi que les marais ont une fonction importante lors de réchauffement climatique. On sait qu'au niveau du carbone, ils ont un rôle très important à jouer. Alors, c'est un peu ça. Dans le fond... Vous avez proposé l'idée que le terrain soit transformé en parc un peu du même type qu'à Montréal, le parc Frédéric-Bach. C'est un modèle post-industriel qui a démontré qu'il fonctionne, que ce soit un parc où est-ce que les citoyens peuvent aller, mais que ce soit aussi un parc où est-ce que la biodiversité puisse reprendre ses droits, puis surtout les services écologiques qu'elle nous rend. C'est pas juste par altruisme, là, on est gentil avec les oiseaux, là. C'est vraiment parce que c'est dans le gouvernement s'est engagé lors de la COP 15 à protéger 30 du territoire du Québec en zone naturelle. Mais elles sont où, ces zones-là? Elles ne peuvent pas juste être dans le Grand Nord. On en a besoin en Montérégie, on en a besoin dans la vallée du Richelieu. Et on n'en a pas tant que ça. Elles sont précieuses, on doit les préserver. Le syndrome du pas dans ma cour pour une usine, les citoyens l'ont, mais le syndrome du pas dans ma cour pour les milieux naturels qui ne génèrent pas de taxes, mais nos élus, malheureusement, l'ont. On a besoin de préserver 30 %, c'est un engagement pour la COP 15. Puis engagement par engagement, c'est qu'on a besoin pour notre... On le sait, là, quand on va marcher à la montagne puis qu'on sort, tout de suite la chaleur se fait sentir. Alors, quel message aimeriez-vous lancer aux citoyens puis aux élus de la région présentement? Bien, l'important maintenant, ce serait de voir à savoir qu'est-ce qui reste sur ce terrain-là comme contaminant pour éviter le ruissellement dans la rivière Richelieu. La rivière Richelieu, c'est notre eau potable. Hein? Alors, on veut s'assurer que cette eau-là va être saine pour nous, les humains, en premier lieu, mais aussi pour la faune aquatique, dont le chevalier cuivré, qui est une espèce rare partout dans le monde. C'est seulement ici qu'on retrouve ce poisson, dans la rivière Richelieu. Alors, ce qu'on veut, c'est la recaractérisation, la décontamination des zones, et si ce n'est pas possible de décontaminer, bien, voir qu'est-ce qu'on peut faire comme structure et qui soit... aller chercher des experts pour voir comment on peut confiner
ces zones-là si on ne peut pas sortir les contaminants, parce qu'il ne faut pas tout détruire le terrain non plus. Comment on peut... Puis bien, là-dessus, il y a des experts là, qu'on a rencontrés l'autre fois lors de la remise du mémoire à la CMM. On a eu une présentation vraiment intéressante, mais je pense qu'on doit chercher qui sont les personnes qui peuvent être le mieux outillées pour voir qu'est-ce qu'on peut faire avec le terrain pour le mettre en état naturel. Mais oui, parce qu'il existe déjà ce terrain-là. Tu sais, Nordvolt s'est engagé à compenser, à reboiser pour les arbres qui ont été coupés, à réaménager des terrains, des milieux humides. C'est énormément de frais, puis c'est surtout où on pourra le faire. Tu sais, ça ne pleut pas des terrains, on ne va pas déconstruire des maisons pour refaire des milieux humides. Donc, c'est des frais, refaire des milieux humides, et c'est des frais, détruire des milieux humides. Tu sais. Peut-être qu'on pourrait être logique. Puis on a fait des analyses. Chantal parlait des contaminants qui s'écoulaient. Quels ont été les résultats de ces analyses en laboratoire indépendant? On a pu voir qu'il y a une vaste gamme de contaminants, de métaux lourds qui s'écoulent dans la rivière Richelieu. On a fait des analyses en 2024, en 2025. On veut en faire aussi prochainement. Les contaminants, il y avait 18 types de HAP, dont certains cancérigènes pour l'humain. Il y a aussi du mercure, il y a de l'arsenic, il y a du plomb, il y a du cadmium, il y a vanadium. C'est tous des métaux lourds et on ignore, même dans les lectures qu'on fait au niveau des cocktails de ces contaminants-là, c'est quoi l'impact sur nous comme humains. Puis ce n'était pas ce qui avait été révélé par le gouvernement provincial, c'est ça? Le gouvernement savait qu'il y avait des contaminants. Évidemment, ce n'était pas si publicisé. Là. Quand la CIAL, l'usine d'explosifs, a fermé, ça avait été mentionné. Il y a eu une décontamination partielle. En 2010, quand on a jugé que c'était suffisamment décontaminé, en fait, le gouvernement, le ministère de l'Environnement a dit que c'est suffisamment contaminé dans la mesure où on ne touche pas à ce terrain-là. Ça, c'était en 2010, donc ça fait 16 ans. Je ne pense pas qu'en 16 ans, c'est assez long là, pour... Ce qu'on avait dit, c'est correct, mais va pas là. Touche pas, laisse les arbres, empêche le ruissellement grâce aux racines des arbres. C'est correct, mais c'est une boîte de Pandore. Et là, dans le projet Nordvolt, on a ouvert cette boîte de Pandore-là, et c'est pour ça qu'on a autant de contaminants. Qu'on a découvert autant de contaminants dans les... Tu sais, c'est pas Nordvolt qui a mis ces contaminants-là, c'est avant, c'est la CIAL. Mais cette zone-là, tout ce qu'on veut, si on ne veut pas que ces contaminants-là soient remis en circulation dans l'eau par le ruissellement, c'est on sort sur la pointe des pieds, on laisse ça tranquille, c'est des deuils à faire. Mais cette zone-là, peut-être que ça va nous apprendre à ne plus faire des zones industrielles, à être plus prudent avec les compagnies qui y arrivent avec leurs gros sabots. Et leurs belles promesses. Oui, c'est ça. Laissons parce que CIAL, c'est pas mieux que Nordvolt. Donc, en terminant, ils nous ont laissé des cadeaux. Je comprends. En terminant, mesdames, que demandez-vous concrètement aux élus, aux autorités dans les prochains mois pour ce terrain? Bien, c'est sûr qu'on veut qu'il y ait un BAP. Si le terrain est vendu, s'il y a un projet... Bien, premièrement, c'est que le projet soit fait sur une portion du territoire, sur les portions qui ont déjà été détruites, pas sur l'ensemble du territoire. Qu'il y ait le 2/3 qui n'a pas été touché, qui soit, laissez-le tranquille. Ça, c'est une demande concrète. Une autre demande concrète, c'est que ce qui a été détruit, les promesses qui avaient été faites que ce qui a été détruit soit refait. Bien, avant de commencer à détruire plus, montrez-nous que vous êtes capable de tenir la promesse et de reconstruire des milieux humides, reboiser des arbres avant d'en détruire plus, là, avant de demander un deuxième bol de soupe, mange ta soupe. Puis l'autre, la recaractérisation, oui. À savoir quels sont les contaminants qui restent, comme on disait tout à l'heure. Alors, les contaminants, il reste quoi? Oui, il y en a qui ont été sortis, puisqu'il y a 10 000 camions qui sont sortis avec des sols. Mais il y en a qui sont ramenés. Alors, c'est quoi le portrait? On va avoir l'état de la situation. Alors, ça, c'est important. Et puis, nos élus, jusqu'à maintenant, depuis que Nordvolt a quitté, bien, on a vraiment un très bon contact avec les élus.
On sait que la Régie a fait beaucoup de choses pour que notre eau potable soit saine. Il y a beaucoup de mesures qui ont été prises. Alors, avec la CMM aussi, on a des contacts. On a déposé un mémoire à la CMM dernièrement pour les matières dangereuses et les sols contaminés. Et puis, on est un ensemble de personnes ici et ailleurs qui voient à ce que notre eau soit saine, soit potable, que ce soit à Blainville, que ce soit à Contrecœur. Il y a des impacts de ces projets-là qui viennent ici. Alors, nous, on souhaite que nos élus soient à l'écoute, soient transparents, que ces personnes-là qui ils travaillent pour nous, pour notre bien commun, là, c'est important. Alors, on voudrait la même écoute qu'il y a actuellement. C'est vraiment un bel échange. Les connaissances que nous, on a acquises par rapport à nos analyses, on leur transfère. Ça ne nous sert à rien de garder ça dans nos tiroirs. Il faut qu'ils sachent quel contaminant que nous, on a pu faire, on a évalué au laboratoire Veritas à Montréal. Quand même que j'ai ça chez moi, là. Non, il faut que les élus sachent ça, là. Il faut qu'on prenne des mesures pour qu'il n'y ait plus de contaminants, le moins possible. Oui. Puis aussi, si je peux me permettre, c'est que les autorisations ministérielles pour le projet Nordvolt, comme on le sait, ils ont été octroyés avec une grosse pression politique. Fitzgibbon, à l'époque, voulait vraiment que ce projet-là passe. Il y a certaines lois qui ont été un peu galvaudées, un peu contournées, tu sais, si je peux me permettre. Il y avait eu un rapport d'une biologiste qui avait été fait pour le projet domiciliaire préalablement, qui avait refusé le projet. Alors, Nordvolt, parce que le milieu devait être, d'une part, puis la nature qui était sur ce site-là était trop précieuse, offrait des services trop précieux pour être détruits. Les milieux humides, la zone du petit plongeon, les espèces menacées, etc. Ce rapport-là, quand on s'est retrouvé à enlever des paragraphes, des chapitres dans la deuxième évaluation par la même biologiste, c'est juste c'était exactement le même rapport, mais avec des chapitres en moins. On autorisait un projet qui était plus gros, plus polluant, qui détruisait plus de milieux humides. La seule différence positive qu'il pouvait avoir, c'est qu'on disait que ce n'était pas sur l'habitat du petit blongio. Mais c'est comme, tout le reste était plus gros, plus polluant et tout ça. Fait que ces autorisations ministérielles, c'est clair qu'elles ont été octroyées avec une pression politique. Nous, ce qu'on souhaite, ce qu'on demande aux élus provinciaux, c'est que ces autorisations-là soient réévaluées reconduit avec le projet. Pas reconduit avec le projet, en effet, qui soit réévalué à la lumière du premier rapport de la biologiste qui était comme plus... qui avait les mains plus blanches, disons. Donc, Madame Labonté et Madame Breton du Comité Action citoyenne Nordvolt, merci d'être passées nous voir, puis on continue à suivre le dossier de très près. Bien, merci de nous avoir accueillis. Merci beaucoup. Oui. Bonne journée. Bonne journée à vous. À chaque jour dans ma vallée, je fais des choix qui me ressemblent, qui nous rassemblent. À 2 pas de tout ce dont j'ai besoin, je vais à la rencontre de ceux qui prennent soin de moi. Je plonge au cœur de la culture locale, de ses saveurs et de ses couleurs qui me transportent. À chaque jour, j'investis dans la vallée du Richelieu parce que choisir local, c'est gagnant. La télévision communautaire autonome parle des enjeux locaux, donne une voix aux citoyens et citoyennes en plus de faire rayonner les talents d'ici. Accessible à tous, elle appartient à la communauté et donc à vous. J'ose ma télé communautaire, mon média de proximité. Nous sommes à l'école Samuel de Champlain à Brossard, qui a été l'hôte d'un projet pilote visant à sensibiliser les jeunes aux bonnes pratiques sur les réseaux sociaux. D'abord, en entrevue à TVR9, M. Philippe Larose-Cadieux a passé de la théorie à la pratique avec comme terrain d'accueil une classe de 6e année. Qu'est-ce que vous avez mis en place pour la classe exactement? Bien, Club École, c'est un réseau social qui est fermé pour chacune des écoles, qui permet aux élèves d'apprendre à utiliser les réseaux sociaux avant d'être lancés dans le vrai monde et l'utiliser de manière grand public. Donc, ça permet aux membres du personnel de leur montrer les bonnes pratiques et de leur enseigner des acquis qu'ils vont avoir besoin plus tard. Fait qu'on parle pas ici d'interdire, vous avez vraiment une vision différente.
Mais nous, ce qu'on pense avec Club École, c'est que c'est mieux d'enseigner, de montrer dans le fond aux élèves comment utiliser les réseaux sociaux que de les interdire et de repousser le problème à plus tard. Une vision partagée par la direction de l'école qui a rapidement accepté le projet. Bien, en fait, un de mes rôles comme direction d'école, c'est de soutenir puis d'accompagner les enseignants dans la mise en œuvre de procédures ou d'expériences d'apprentissage qui vont permettre à nos élèves de vraiment les préparer pour leur vie future. Donc, quand l'enseignant est venu me présenter son projet, j'ai dit oui d'emblée parce que je trouvais ça tellement pertinent de faire vivre ça à des élèves de 6e année. Donc, c'est quoi votre opinion sur le gouvernement Carney qui voudrait interdire les réseaux sociaux aux moins de 16 ans? Bien, en fait, je trouve que dans un avenir très rapproché, on va demander à ces jeunes-là de comprendre et de reconnaître la désinformation. On va leur demander de connaître leur étiquette en ligne. On va leur demander aussi de savoir, de prendre conscience de la portée et de la permanence de leurs publications en ligne. Donc, selon moi, ce sont des apprentissages qui doivent être réalisés dans des cadres sécuritaires et encadrés. Donc, c'est un peu ce que l'enseignant a proposé de faire vivre à nos élèves. Donc, moi, je ne suis pas tant pour l'interdiction. Je pense qu'il faut outiller nos jeunes, il faut les former, il faut les accompagner là-dedans. Et interdire, ça fait juste décaler des fois le problème et souvent, ça va être vécu dans des conditions qui sont moins favorables. Donc, parfaitement en accord que ce soit vécu en milieu scolaire de façon contrôlée. À la veille de leur entrée au secondaire, les tout premiers testeurs de Club École feront partie de cette clientèle qui devront réfléchir sur la place qu'occupera les réseaux sociaux dans leur vie. Non, je pense pas, car l'année prochaine, moi, j'aurai beaucoup d'amis qui vont à différents secondaires et comme ça serait difficile de continuer à parler avec eux si les réseaux sociaux seraient interdits. Et aussi, beaucoup de temps, je dis à mes amis, oh, est-ce qu'on peut aller à cette place? Et comme, j'ai pas envie de toujours comme, appeler leurs parents ou quelque chose comme ça. Non, je pense pas qu'on devrait les interdire parce que je pense que l'adoption de cette loi est créée à cause que genre les jeunes passent trop de temps sur Internet, mais c'est pas juste en bloquant les réseaux que ça va s'arrêter tout seul. Genre probablement ça va enclencher que des gens ils vont mentir sur leur âge pour créer des faux comptes et continuer à utiliser les réseaux. Personnellement, je trouverais qu'on ne devrait pas bannir les réseaux sociaux en dessous de 16 ans parce que des fois, certains élèves veulent parler entre eux, mais ils ne peuvent pas parce que des fois, ils ont oublié leur mot de passe pour le moyen de textage habituel. Alors, ils vont texter sur une autre application et des fois, ça va être sur des réseaux sociaux. Et si on les bannit, on ne pourrait pas vraiment se parler et on va dire une des amies sont parties en voyage et ils ne pourraient pas les parler durant un voyage entier. Ça serait un petit peu ennuyant pour eux. Non, je pense pas qu'il faut interdire les réseaux sociaux car si tu as une amie, par exemple, elle habite à Toronto et toi, tu habites à Brossard et tu n'as aucun moyen de communiquer avec elle en vraie vie, tu communiques avec elle genre sur les réseaux sociaux, mais vu qu'ils vont interdire les réseaux sociaux, tu ne pourrais plus communiquer avec elle. Qu'est-ce que j'aime, c'est par exemple, genre quand j'ai rien à faire dans mon temps libre, par exemple, genre je regarde des vidéos qui genre sont, par exemple, du ASMR, par exemple, c'est genre anti-stressant et des trucs comme ça. Et qu'est-ce que j'aime pas, c'est par exemple, genre je vois plusieurs vidéos, genre des gens, ils montrent juste les temps qui sont parfaits dans leur vie et genre... J'aime qu'on peut utiliser les réseaux sociaux pour parler à nos amis en ligne, regarder des vidéos trolls ou des vidéos d'apprentissage, faire des projets et jouer aux jeux vidéo. Je trouve que les réseaux sociaux me permettent de communiquer plus facilement avec ma famille qui habite très loin d'ici. Et c'est amusant de regarder des vidéos drôles et des vidéos de cuisine. Et on peut apprendre des choses comme des cultures, des langues et des pays. Selon toi, qu'est-ce qui est le plus important à réfléchir avant de publier sur les réseaux sociaux? Je crois qu'on devrait vraiment penser aux photos parce que si c'est un peu trop intime, les gens peuvent l'utiliser et ça peut faire mal penser les gens vers toi. C'est si on a vraiment envie de la publier parce que si on la publie et on veut pas et on l'efface, ben on le verra pas mais ça reste pour toujours. Puis après ce projet pilote-là, ça va être quoi les prochaines étapes de Club École? Mais nous, ce qu'on veut, ce qu'on voit comme vision, c'est dans le fond que chacune des écoles
aient dans le fond leur propre réseau social, mais soient aussi interconnectés. Donc, des amis qui sont dans plusieurs écoles peuvent continuer à utiliser les réseaux sociaux, mais dans un cadre sécuritaire. Mais chacune des écoles, dans le fond, gère son propre réseau social. Donc, créer une espèce de toile à travers le Québec, à travers toutes les écoles pour que les jeunes puissent continuer à apprendre, dans le fond, à utiliser les réseaux sociaux avec leurs amis. Est-ce que vous pensez qu'il va y avoir une suite réelle au projet de loi du gouvernement Carney qui veut interdire les réseaux sociaux aux moins de 16 ans? C'est sûr que le projet de loi en ce moment est un peu flou dans certaines définitions. C'est pas clair encore à quel point est-ce que ce projet de loi-là va s'appliquer dans le fond à nous, parce que c'est des réseaux qui sont spécialisés, qui sont locaux, qui sont fermés. Mais on pense toujours, nous, que dans le fond, d'interdire au lieu d'éduquer, ça va être un problème qui va juste être repoussé plus tard. Que les réseaux sociaux deviennent interdits ou pas pour les moins de 16 ans, Club École continuera à faire entendre sa vision, toujours dans le but de faire évoluer nos jeunes dans l'espace numérique le plus sécuritaire possible. C'était Jean-Philippe Gilbert pour TVR9. Madame Gagnon, vous êtes en studio aujourd'hui avec nous pour nous parler d'un festival tout à fait ludique à venir à Montérégie. Quel est-il? Premièrement, merci de m'inviter. Il faut parler du nouveau festival d'humour à Montérégie. C'est ça le nom. C'est un festival qui va se dérouler 3 jours parce que là, c'est la première édition. Ça se passe sur 3 jours parce que c'est petit, hein, c'est nouveau. C'est à Chambly, dans la ville de Chambly. Puis sur 3 jours, il y a des shows à tous les jours, une programmation. Il y a 3 spectacles par soir. Les 10, 11, 12 juillet 2026, ça s'en vient. On est excités, là, ça n'a aucun sens. C'est un festival d'humour, puis oui. On n'en a pas en Montérégie comme tel. Donc, une première édition, oui. D'où vous est venue l'idée? Bien, moi, ça fait longtemps que c'est un rêve pour moi de partir mon festival. Au début, c'est un rêve. Tu fais, faudrait bien, j'aimerais ça. Tu sais, j'aime avoir des projets, des défis. Puis des fois, souvent, j'en prends trop, puis je me dis, mon Dieu, dans quoi je me suis embarquée. Mais le festival, c'est quelque chose que ça fait longtemps que je veux faire. Puis au début, c'était avec mon cousin. J'ai dit, il habitait dans une autre ville. J'ai dit, il est restaurateur, on fait tout ça ensemble. Il y a plus ou moins de temps. Puis là, à un moment donné, il y a Philippe Vaillancourt puis Steven Lisotte, le propriétaire de la taverne. Eux autres, ils ont parti d'une compagnie qui s'appelle Covop. Eux autres, ils font des événements, des productions événementielles. Puis ils sont venus me voir puis ils ont dit, on aimerait ça partir de l'humour à Chambly, une soirée d'humour. Ça fait 2 ans. Puis on ne sait pas comment faire. Fait qu'on est parti une soirée d'humour qui s'appelle les Mercredis Comedy Club à la taverne. Ça fait 2 ans. Une fois par mois, on fait des shows. Puis ça, je ne savais pas trop comment partir l'humour. On est parti l'humour, c'est devenu un succès. C'est sold out une fois par mois. Et là, je me suis dit, mon rêve de créer un festival, je viens de trouver les personnes avec qui le faire. Parce que le projet qu'on vient de mettre en place avec l'humour, ça marche avec ces 2 gars-là. On a chacun notre tal de talent. J'ai dit, ça vous tente-tu de partir un festival? Ça fait longtemps que j'ai ça dans la tête. Ils ont fait, ben oui, voyons! Et là, on est allé chercher des gens qui connaissent, parce que c'est une OBNL. Ça, c'est un premier meeting, c'est un OBNL, c'est une corporation. On est allé vers l'OBNL. Et là, on est allé chercher Sandra Bolduc. Elle s'occupe de la maison Stéphane Fallu puis Posa. Elle a de l'expérience dans les OBNL. Elle est venue nous aider. Tous les liens, clique là-dessus, demande du financement. Là, c'est parti faire 1 an et demi. Mars 2025, ça a été notre premier meeting. Et là, on est rendu au festival. Là, ça a été des mois et des mois parce que là, moi, je suis directrice générale de toute cette patente-là. Fait que c'est sûr que je regarde, mais il y a beaucoup de choses à faire. Tu sais, tout ce qui est imprimé, les drapeaux, là, on est allé chez Un Beau Concept. Eux autres, ils nous aident. Tout le monde est généreux parce que c'est une OBNL. Et, ils ont fait, hey, on va t'aider, Geneviève, on va pas te charger ce qu'on charge ordinairement. Fait qu'un beau concept, merci. Ils ont fait des flèches. Tout ce qui est affichage, il faut faire ça. Le logo, il faut créer le logo. Là. C'est quelqu'un qui me l'a fait gratuitement, Maxime Duclos. Le plus beau logo que j'ai vu de ma vie, à travailler ensemble. Je veux qu'il y ait un micro, tout ça. Notre logo, il est incroyable. Page web, qui veut me partir? Une belle petite page web de base, mais belle, avec les moyens qu'on a. Fait que le monde, là, est le fun. Le monde est généreux. Puis là, bien sûr, tu as la Ville de Chambly qui te reconnaît en tant qu'OBNL, qui t'aide financièrement, qui dit hey, « moi, je vais t'aider, Geneviève », qui nous prête son emplacement à Chambly parce que là, on n'avait pas les moyens de bâtir une scène. Fait qu'on prend la scène qui est déjà installée à Chambly dehors. Ça s'appelle la Place de la Seigneurie. Puis là, on fait nos shows gratuits, là. Fait que comment ça fonctionne? Là, je parle-tu trop, là? Tout le monde? allez-y. Il y a 3 shows gratuits. À tous les soirs à 7h30 sur la Place de la Seigneurie. C'est une scène qui est extérieure. C'est super beau. Il y a 3 spectacles d'humour gratuits. Le premier, c'est le gala d'ouverture. Ça, c'est la Ville de Chambly qui fait le premier show. Le deuxième, la soirée stand-up
de comédie avec 3 humoristes, 2 plus un animateur. Et le dimanche soir à 7h30, c'est le gala Ma première scène de festival. C'est tous des humoristes qui font un petit peu des comédie clubs, mais qui n'ont jamais fait de festival. On a fait des auditions pour qu'eux autres ils puissent aller à cette soirée-là. Fait que les 3 soirs, puis dehors, il peut accueillir à peu près 400 personnes debout, 200 à peu près assis. Fait qu'on a 120 chaises au début, mais les autres, il faut qu'ils arrivent avec leurs chaises pliantes, puis après ça, il y a du monde debout. Puis après ça, tu as des shows à l'intérieur, dont notre grand spectacle FHM qui se passe au pôle culturel, animé par Sylvie Tourigny. Là, on reçoit Sylvain Larocque, on reçoit Jean-François Mercier, Stéphane Poirier, Mélanie Couture, Sylvain Larocque, je l'ai-tu nommé, Pierre-Luc Pomerleau, Stéphane Fallu. Ça, il reste, sur 400 billets, il en reste 120. Ça c'est parti très vite. On a une soirée de podcast. C'est Pantelis. Ça, il faut venir voir ça à La Taverne à 8h30 dimanche. Lui, c'est un Frenchcast. C'est un podcast qui est extrêmement populaire sur les réseaux. Incroyablement. Puis lui, il reçoit Martin Périsolo et Erika Suarez dans son podcast. Puis là, tu peux aller live voir le visionnement du podcast qui est filmé pour les réseaux, qui sont vus par milliers de personnes, son podcast. T'sais, on a Ben et Jarod de retour au Délire Délices le vendredi soir à 8h30. Wow! Eux autres, si vous connaissez, ceux qui le connaissent, c'est ceux qui vont capter, ils savent ce qui s'en vient, mais ceux qui ne connaissent pas Ben et Jarod, c'est un show à vraiment avoir. Ça fait 20 ans qu'ils roulent, ils sont drôles. Le vendredi à 9h, ça s'appelle le Festival Comedy Club. C'est une soirée à La Taverne, sous forme de Comedy Club. Donc, c'est moi qui anime, qui reçoit 4 humoristes, Christophe Dupéré, Val Belzile, Simon Delille, Pantelis. Ça, c'est une soirée. Tu sais, on a différentes soirées, puis on a 2 soirées qui s'appellent Humour grossier, le grossier chaud. C'est de l'humour pas politiquement correct, mais pas vulgaire. Tu sais, c'est entre les deux. Mais c'est cru, c'est le fun. Ça, ce soir-là, c'est Jean-François, JF Denomé qui l'anime, au Vieux-Bourgogne. Le Vieux-Bourgogne, il a décidé de prendre sa salle en arrière, puis il a dit, moi, je veux faire partie du festival. Qu'est-ce que je fais, là? On est allé voir sa salle. Il fait comme, Colline, faut t'enlèves ça, tu mets ça, tu t'en peintures les murs, tu achètes des rideaux. On a bâti une salle, elle est tellement belle. Celle-là est 60 personnes. JF Denomé, 2 soirs à 9h, le samedi et le dimanche, il fait son grossier show. Dans 60 personnes, c'est collé, c'est comme un petit bordel, c'est super beau. Puis lui, il reçoit des gros noms, là, qui connaissent. Puis ceux qui le suivent, là, JF Denomé, il fait son show partout au Québec depuis des années, puis c'est toujours sold out. Fait qu'on a, je ne sais pas si j'oublie un show, je ne crois pas, mais il y a 3 shows par soir, il y en a 3 gratuits. Les autres, c'est 20$. C'est pas très cher. Puis les salles, c'est 80$ puis 60$. Donc, c'est des mini-salles où tu vas avoir une ambiance de feu. Mais là, pendant le festival, il ne faut pas oublier qu'on a le chilling spot. Je ne sais pas si tu sais c'est quoi, vous. On peut-tu se souhaiter? En arrière de la taverne, on a fermé le stationnement. Il y a des chaises Adirondack, des petites piscines mettre nos pieds, un food truck. Il y a une scène qui s'appelle le karaoké de la joke. Le 5 à 7, il y a quelqu'un qui anime avec des vieux... Tu sais, un karaoké, tu choisis des tunes dans un cartable. Là, c'est des vieilles jokes de mon oncle. Le monde peut aller faire leur joke, conter une anecdote. Tu as la scène de 5 à 7, tu as de la musique. Les festivaliers peuvent aller là, ça ne coûte rien, chiller. Puis ça, c'est le chilling spot du festival. Fait qu'on a une belle programmation, un beau 3 jours. Même s'il pleut, on le fait. Là. On se met une capine. Parce que là, si on s'empêche de faire de quoi au Québec, on ne fera rien. L'été n'est pas parti pour faire une grosse stretch de soleil. Fait que, y a 3 shows dehors, les autres sont à l'intérieur. On ne ferme pas les rues. Ceux qui pensent, au festival, on ferme les rues. Il est tout petit au début, mais il va y avoir de l'ambiance. Parce que c'est la première année. C'est la première année, premier. Fait qu'il est tout petit. Tu sais, c'est bien, tout petit quand même. Quand même. Vous avez nommé plusieurs personnalités qui vont être présentes. J'imagine que les humoristes de la région qui entendent ça, ils doivent se dire l'année prochaine, je veux y être. Comment ils font? Bien, les humoristes de la région? Oui. Bien, en fait, c'est pas mal eux autres que je suis allée chercher en premier. Là, ceux que je connais qui habitent. Tu sais, Stéphane Poirier est à Richelieu. Il y a Thomas Bédard aussi qui va être sur le gala d'ouverture avec Ouellette. Eux autres, ils viennent de Chambly. Ouellette est encore à Chambly. Thomas vient de Chambly. Sylvie, elle habite à Chambly. Tourigny, Stéphane Fallu habite à Chambly. Pierre-Luc Pomerleau habite à Chambly. Les autres, c'est Carignan, Jean-François Mercier. Fait que je suis allée chercher tous ceux qui sont autour.
qui pouvaient venir. Mais s'il y en a d'autres, là, je ne sais pas. Et là, on parle d'un festival. Vous avez mentionné la ville de Chambly. Il va y avoir des retombées économiques pour la ville aussi. Donc, on espère l'année prochaine une deuxième édition. En terminant, est-ce qu'il y a un mot que vous aimeriez dire au public pour bien, venez nous voir. Allez premièrement sur la page Là, on a besoin de tout le monde. Il y a une page Facebook qui s'appelle le Festival d'humour à Montérégie. Allez faire suivre. Il y a Instagram aussi. Allez-y. Allez sur notre site Internet www.FHEM, festivalhumour-à-montérégie.ca. Quand tu cliques, là, on a décidé de faire une page bien normale. Il y a tout tu peux tout voir les shows d'un coup. Puis là, tu as un billet, clique, viens nous voir, écris-nous. Mais il faut venir. C'est juste ça. Festival. L'humour, ça pogne au Québec. Le monde aime ça rire. Il y a du stationnement, c'est fun. Des restaurants, des terrasses partout, si vous voulez. Ça commence à 7h30. Arrivez vers 4-5 heures, prenez des verres, ces terrasses, puis voilà, laissez-vous conduire, puis venez rire. C'est ça, il faut rire. On a besoin de rire. On vous souhaite un super beau festival pour cette tellement première de m'avoir édition. reçu. Et merci d'avoir pensé à faire un festival comme ça. Merci. Puis je voudrais remercier aussi tous les bénévoles qui vont travailler avec nous parce qu'il y a beaucoup de monde qui nous aide. Merci. Bonne journée. Bon beau festival. Madame Christiane Fournier, vous êtes la directrice artistique et fondatrice de l'Atelier lyrique de Chambly, qui a été fondé en 2007. Pourquoi, en fait, avoir fondé cet atelier lyrique-là? En fait, mes parents étaient des grands amateurs d'opéra. Puis, très, très jeune, j'ai été initiée à cette musique-là. Puis, au cours de ma vie, au cours de ma carrière, j'ai toujours chanté. Ce qui fait que j'avais envie d'offrir à Chambly cet amour-là, de partager cet amour de l'opéra avec les gens de Chambly et la région. Et ça l'a passé, entre autres, par Emma Albany, dont le spectacle vient tout juste de se terminer. Comment c'était pour vous? Bon, pour moi, c'est maman, quand on est arrivé à Chambly, j'avais 12 ans, maman faisait partie d'un chœur qui s'appelait le Chœur Albany, fondé par un monsieur Desmarais, et elle m'a raconté l'histoire de cette chanteuse-là, de cet enfant prodigue-là qui est né à Chambly et qui a fait une carrière internationale, qui est même devenue l'amie intime de la reine Victoria. Ce qui fait que c'est comme ça que je me suis intéressée à sa carrière. Et on parle d'une carrière en début du siècle, début du 20e siècle, donc fin 1800, début de 1900, sa vie s'est échelonnée un peu sur les 2 siècles. Qu'est-ce qui vous a attiré dans cet artiste-là, qui était de renommée, comme vous dites, à l'époque quand même exceptionnelle, de renommée internationale? Bien, en fait, je dirais que Emma Albany, ce qui était impressionnant, c'est qu'avec les moyens du bord, avec pas d'avion, les voitures à chevaux, les toutes premières autos, les bateaux, bien, elle a réussi à faire une carrière internationale. Elle a en fait précédé Céline Dion. C'est notre diva. Fait que j'ai vraiment envie que les gens de Chambly soient fiers de cet artiste-là, qu'on se la réapproprie. C'est un peu le spectacle d'aujourd'hui, l'idée derrière tout ça, la mission de l'atelier lyrique aussi. Tout à fait, oui. Est-ce que vous diriez que Emma Albany a changé les choses d'une bonne façon pour le monde de l'opéra? Parce qu'on parle de fin 1800, mais les chansons sont encore d'actualité aujourd'hui. Ça vient encore chercher le public. Oui, bien, je dirais qu'elle a ouvert la porte à plusieurs artistes québécois. Elle en a par année plusieurs d'ailleurs, ce qui fait que c'est quand même un bel héritage. Aussi, vous, de votre côté, quelle a été votre formation pour en venir jusqu'à aujourd'hui à faire des spectacles comme ça et fonder un atelier lyrique? Bon, plus jeune, mes parents m'ont inscrite au piano et au chant. J'avais 6 ans. Ensuite, j'ai continué par moi-même avec des professeurs privés. Puis, de fil en aiguille, j'ai évolué au travers tout ça, à travers ce monde-là. Puis, j'ai rencontré des chanteurs, des artistes. Donc, ça a créé votre carrière. Tout à fait, oui. Et vous avez rencontré aussi Mme Louise Chevrier, qui était importante dans l'histoire du spectacle ce soir. Oui, Louise Chevrier, qui fait partie de la Société d'histoire de la Seigneurie de Chambly. Oui, Louise et moi, on avait la même passion pour cet artiste-là. Ça fait qu'on a uni nos efforts. Notre partenariat a commencé lors des Journées de la culture l'année dernière. On a développé ça. Le projet était en plus petit en septembre dernier, alors que maintenant, on a décidé de faire un spectacle à plus grand déploiement. Donc, vous avez été chercher le côté historienne de Mme Chevrier. Oui. Pour les artistes sur scène, comment vous les avez sélectionnés? Parce qu'ils sont tous fabuleux, évidemment.
Bon, parmi mes élèves, mes meilleurs élèves, j'ai des élèves de tous les âges, et ensuite par des chanteurs de la relève que je connaissais, avec qui je travaille depuis plusieurs années. Ils sont bons, je les réengage année après année. Et j'imagine que vous devez avoir des nouveaux à toutes les années, parce qu'il y avait des plus petits sur scène. Oui, il y a toujours des chanteurs de la relève, mes tout petits, là. Puis quand je vois qu'ils sont talentueux puis qu'ils sont intéressés, je les fais participer au concert. Et vous dites que le spectacle, en fait, vous aviez commencé l'année passée déjà à tout monter le projet, mais votre lien avec Mme Albany date de beaucoup plus longtemps. Comment vous êtes arrivé à mettre ça en valeur? Bon, disons qu'en 2010, j'ai eu la chance de me lier d'amitié avec Pierre Vachon, le musicologue de l'Opéra de Montréal. Et Pierre Vachon, ce qui est intéressant, c'est que c'est un des biographes d'Emma Albany. Et je lui ai présenté mon premier projet qui s'intitulait « Albany, il était une voix à Chambly ». Et il embarquait avec moi. Puis on a présenté ce spectacle-là à l'église Saint-Joseph de Chambly avec costume prêté par l'Opéra de Montréal, décor, mise en scène. Et on a eu une bonne assistance. On a vraiment remporté un succès. Et ça a comme lancé un petit peu l'idée de continuer avec Mme Albany. Puis l'occasion était belle de toute façon après l'inauguration, pour l'inauguration de la salle aussi. On a fait également un spectacle ayant pour thème Mme Albany et on l'a représenté année après année, mais d'année en année, le spectacle se bonifie, devient plus grandiose. Oui, parce qu'il faut mentionner que la salle aussi au pôle culturel, c'est la salle Emma Albany. Oui, donc ça laisse des traces à ce niveau-là. Pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez retrouver le contenu en entier sur tvr9endirect.com. Et j'imagine que vous invitez les gens à vous rejoindre aussi s'il y en a qui ont eu la piqûre, qui veulent s'intéresser plus à ça. De quelle façon ils peuvent vous rejoindre? Bon, tout simplement, on a une page Facebook, Atelier lyrique de Chambly. Ils ont qu'à nous écrire s'ils sont talentueux, puis s'ils aiment l'opéra. S'ils ont envie de chanter, ils me rejoignent. Merci beaucoup, Mme Fournier, d'avoir pris quelques minutes avec nous. Merci beaucoup. Voilà, c'est déjà la fin pour les régionales de la semaine. Je vous rappelle que si vous avez un sujet d'actualité qui vous intéresse particulièrement, faites-nous le savoir par courriel à l'adresse info@tvr9.com. Sinon, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle édition du Régional présentée par TVR9. La télévision communautaire autonome parle des enjeux locaux, donne une voix aux citoyens et citoyennes en plus de faire rayonner les talents d'ici. Accessible à tous, elle appartient à la communauté et donc à vous. J'ose ma télé communautaire, mon média de proximité. Bonjour, je suis Julie Larochelle, directrice générale de la Chambre de commerce et d'industrie Vallée-du-Richelieu. À toutes les semaines, suivez-moi alors que je vais à la rencontre, dans le cadre de l'émission Fierté d'ici, de toutes les belles entreprises, les beaux commerces, les restaurants de la Vallée-du-Richelieu. Suivez-nous, c'est un rendez-vous Fierté d'ici sur les ondes de TVR9.